Planète Business est une présentation de Opério, une solution technologique innovante de comptabilité conseil infonuagique au service des affaires et de la croissance des PME. Passez à l'intelligence opérationnelle, passez à l'action. Opério.ca. Au FM 103.3, voici Planète Business avec Geneviève Deshôtels et Stéphane Slogard. Bon midi tout le monde. Il est présentement 12h05. Ici Geneviève Deshôtels, accompagnée de mon co-animateur et co-concepteur de l'émission. Bonjour Stéphane Slogard. Bonjour Geneviève Deshôtels. Alors aujourd'hui à l'émission, notre première. Alors vous devinez qu'on est fébrile. On a un invité, Jean-François Bertholette. Jean-François Bertholette est un expert spécialisé dans tout ce qui est mesure de comment ça se mesure ça, le leadership. Puis le leadership, ben c'est pas juste quand on est gestionnaire. Le leadership, c'est quand on est parent. C'est quand on est entraîneur de soccer. C'est quand on est justement aussi dans un emploi où on peut avoir des gens qui sont pas nécessairement à notre charge, mais on a aussi la charge d'un projet. Et tout ça pour dire que le leadership, Jean-François en est un expert et il va venir nous parler de ça. Mais il revient aussi de 50 jours en Europe à faire le tour des dirigeants d'entreprise. Puis on va lui demander... De quoi ils parlent, les gestionnaires là-bas? Qu'est-ce qu'ils veulent, les dirigeants? Alors, c'est notre invité aujourd'hui. Et bien sûr, on va vous faire le tour de l'actualité du globe. On se l'est dit, Planète Business qu'on veut, c'est une émission d'actualité locale, nationale et internationale. Mais bien sûr, comme vous ne nous connaissez pas, on va prendre aussi le temps de se présenter à vous. Alors, j'ai envie de te laisser la parole, mon cher Stéphane. Qu'est-ce que tu as à dire à nos auditeurs? Puis à parler de notre projet, comment il est né? Bien, dans un premier temps, Geneviève, merci pour l'introduction. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci également au FM 103.3 d'avoir accepté notre projet. Donc, nous sommes ici pour vous aujourd'hui. Et puis, l'émission qu'on vous a concoctée, effectivement, ce sera sur le leadership. Et tout au cours de cette saison estivale, nous serons avec vous pour vous présenter des sujets d'actualité au niveau des affaires. Et toi, Stéphane, tu es un entrepreneur aguerri, là. Moi, je connais ton histoire, mais si tu la racontais, justement aussi un entrepreneur de la Rive-Sud, de Longueuil. Tout à fait. Je suis le président de l'entreprise Slogard, l'entreprise qui est dédiée à aider les travailleurs accidentés du travail et de la route. Et effectivement, on est situé ici tout près, dans la collectivité nouvelle dans la région de Longueuil depuis déjà 2007. L'équipe Slogard, c'est une équipe de professionnels dédiés pour aider les accidentés. Et puis, je suis aussi le président de Slogard Jury Conseil. Jury Conseil qui est le cabinet juridique pour représenter les gens devant le tribunal administratif du travail au niveau des accidentés du travail et devant le tribunal administratif du Québec au niveau des accidentés de la route. OK, d'accord. Et qu'est-ce qui te passionnait dans cette idée de bâtir ce concept-là avec moi de Planète Business? Bien, le concept Planète Business, c'est un concept qui est particulièrement novateur, c'est-à-dire on veut démystifier pour tout le monde ce qu'est en fait les affaires. Si on prend par exemple le sujet de ce jour où on parle du leadership, tu as donné un bon exemple un peu plus tôt, qu'on soit un entraîneur d'une équipe de hockey, qu'on soit un parent, on est appelé à exercer une certaine forme de leadership. Donc, tout au cours de notre saison, c'est ce qu'on va regarder, ce genre de choses-là, au niveau de démystifier ce qui est le monde des affaires. D'accord. Bien, je vous parle un petit peu de moi. Alors, donc, Geneviève Deshôtels, moi, j'ai été salariée pendant 16 ans dans la petite, moyenne, grande et très grande organisation. Puis en 2010, alors que j'avais un très, très beau poste chez Hydro-Québec, j'ai juste fait bye bye boss. Je dis souvent que j'ai pris ma retraite à 37 ans. J'ai jamais travaillé aussi fort depuis, mais en termes de comment je me sens, c'est-à-dire que je fais ce que j'aime, c'est-à-dire d'être, j'ai d'abord été 6 ans comme travailleur autonome, puis ensuite, maintenant depuis 2 ans, chef de 2 entreprises, donc Amplio Stratégie et Luxi. Donc chez Amplio, on a 21 personnes qui travaillent avec nous et chez Luxi, on a un groupe de personnes qui font en sorte qu'on innove, on est complètement dans ce qu'on appelle le jeu sérieux et on se prédestine essentiellement au conseil d'administration, au comité de gestion, puis dans les colloques où on veut faire jouer les gens. Un peu comme, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, les livres dont vous êtes le héros, mais maintenant, ils sont le héros, mais avec des situations pas mal plus difficiles que celles qu'on avait quand on était plus jeune. Alors, essentiellement, mon rôle dans Planète Business, ben vous l'avez vu, c'est de co-animer avec Stéphane
c'est de vous faire découvrir que le leadership et tout ce qui l'entoure, ça s'adresse à nous comme individus. On est d'abord un leader de sa propre vie. Mon premier livre en 2012, Oser le monde en soi, visait justement à faire en sorte que les gens puissent, par un guide d'auto-coaching, développer leur propre leadership. Parce que quand on fait ce qu'on aime, qu'on est aligné sur qui on est et qu'on sait pourquoi on veut dédier tous les talents qu'on a, c'est là qu'on arrive à faire plein de choses, puis ça nous prend beaucoup moins d'énergie, puis on gagne en vitalité. Et dis-moi, Geneviève, pour le bénéfice de nos auditeurs, quelle a été l'étincelle pour toi pour partir en affaires? En fait, essentiellement, c'est que je voulais être une intrapreneure, moi, chez Hydro-Québec. Je voulais bâtir l'unité de coaching. Puis, à l'époque, le vice-président ressources humaines, qui m'aimait beaucoup, m'a dit, Geneviève, les coachs, ça va être à l'externe d'Hydro-Québec, ça ne sera pas à l'interne. Et là, ça en est suivi un processus qui a duré 1 an et demi, parce qu'on ne laisse pas son emploi chez Hydro-Québec comme ça du jour au lendemain. Mais 1 an et demi plus tard, c'était assez clair que la tête et le cœur étaient alignés suffisamment pour faire émerger le fameux courage de dire « OK, je me lance, il arrivera ce qui arrivera ». Mais aujourd'hui, ça fait 8 ans, puis je suis toujours aussi heureuse de ma décision. Mais en ce qui me concerne, j'apprécie beaucoup pour que tu puisses identifier ces éléments pour nos auditeurs. Il me restait un petit élément à donner, Slogar Synergie Management, qui est mon nouveau bébé, ma nouvelle corporation que j'ai développée, qui est pour aider les chefs d'entreprise au niveau de l'accompagnement et le développement du potentiel humain. Donc, un peu comme toi tu as fait, tu es allé en affaires pour développer ton plein potentiel. Je fais la même chose aujourd'hui. Et si tu regardes Slogar Jury Conseil, Slogar Synergie Management, il y a 3 composantes. L'être humain, l'organisation et les gestionnaires. Donc, c'est ma passion. Donc, mesdames et messieurs, on aura le plaisir de vous parler de plus amples informations à ce sujet au cours de la saison, mais je trouvais important de le mentionner. Tout à fait. Puis, je veux saluer les gens qui nous écoutent sur Facebook Live. Alors, bonjour tout le monde. Alors, bien sûr aussi, quand on a annoncé, Stéphane et moi, sur les différents réseaux sociaux, qu'on se lançait dans cette aventure de Planète Business, on a eu plus de 10 000 personnes qui ont vu nos publications et je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent actuellement, soit dans leur voiture ou soit sur Facebook Live. Alors, juste vous dire qu'on ressent votre énergie et ça nous donne justement ce petit oomph qui est tellement nécessaire pour sortir hors de sa zone de confort. Je dis souvent que c'est hors de sa zone de confort que se passe la magie, mais je vous dirais qu'en studio actuellement, je me sens vraiment dans une zone de magie. Alors, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Alors, on vous l'a dit, Planète Business, l'objectif, c'est de vous renseigner. Vous renseigner pour que vous puissiez à votre tour agir en leader dans votre propre vie, au travail. Il y en a certains d'entre vous qui ont choisi d'être des leaders d'équipe. Alors, on va essayer de vous outiller aussi. C'est ce qu'on va faire après la chanson. Et on va aussi pouvoir discuter avec Jean-François un petit peu plus tard dans l'émission. Puis là, je veux vous parler de la première chanson qu'on a choisie pour cette première émission. « Je veux tout » de Ariane Moffat. Quand j'ai entendu cette chanson-là pour la première fois, je me suis vraiment dit, je veux tout. C'est-tu possible de tout vouloir? Très certainement. Et oui, j'avais posé la question à Isabelle Hudon. Isabelle Hudon, qui est leader de l'Effet A, tout un groupe qui se veut, qui va promouvoir le leadership au féminin. Et maintenant, Isabelle Hudon, qui est ambassadrice du Canada à Paris. Et Isabelle m'avait dit, oui, tu peux vouloir tout, mais c'est pas tout qui va se réaliser en même temps. Alors aujourd'hui, c'est un super projet qui se réalise. Ça fait au moins 8 ans que j'ai ça dans la tête, cette idée de pouvoir partager à l'intérieur des médias. Merci Stéphane de faire ça avec moi. Merci chers auditeurs d'être là pour nous écouter. Alors Ariane Moffat, je veux tout. Je veux tout, toi et les autres aussi, aux 4 coins de ma vie. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, l'image
ça sèche et que je craque. Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. 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 Alors, bonjour, re-bienvenue à Planète Business. Ici Geneviève Deshôtels et Stéphane Slogard. Midi 16. On nous avise que le Facebook Live a un petit problème pour l'instant. Alors, pour ceux qui n'auraient pas la chance de pouvoir nous écouter à la radio au 103.3 FM, vous pouvez le faire via le site Internet, donc le 103.3 FM.ca. Alors, donc, on arrive à notre bloc actualité, Stéphane. Tout à fait, nous y voici. Nous y voici. Alors, on a recueilli pour vous 3 articles cette semaine qui viennent de partout sur la planète, dont un premier, qui nous vient de ce qu'on appelle la fameuse revue Harvard Business Review, mais de la France. Ce qu'elle vient nous dire, c'est que pendant longtemps, il y a un certain Daniel Goleman. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le connaissent, mais Daniel Goleman est un auteur très prolifique qui est venu nous parler d'intelligence émotionnelle. Et on connaît, dans le fond, l'intelligence émotionnelle, on l'a depuis toujours en nous, mais lui, il est venu nous mettre ça, comme on dit, ça à map, sur la carte. Et ce que ça fait en sorte, c'est que là, les gens se sont dit, « Ah oui, on peut amener des émotions dans le cadre du travail. » Et moi, j'ai envie de vous dire, bien sûr, puisqu'on s'amène comme humain. Puis à partir du moment où on s'amène comme humain, ben on amène nos émotions. Pendant très, très longtemps, on s'est dit aussi, il faut être stoïque, il ne faut pas que ça paraisse, il faut mettre ça en dessous du tapis. Mais de plus en plus, cet article-là vient nous dire, Stéphane, qu'il faut être agile émotionnellement. Le fameux mot « agilité » est tellement répandu dans nos organisations qu'on vient maintenant de l'accoler à nos émotions. Puis, Stéphane, toi, là, qui es entrepreneur depuis des années, là, si je te demandais dans tes mots, qu'est-ce que ça veut dire être intelligent puis être agile émotionnellement? Bien, dans un premier temps, je suis entrepreneur depuis déjà 14 ans. Et puis, être agile, en fin de compte, c'est reconnaître les émotions qui sont en nous, que ce soit des émotions qui soient positives ou dites négatives, les reconnaître, les accepter, composer avec, et puis aller puiser en l'intérieur de nous une certaine sagesse, je dirais, pour garder le focus et pour gérer en étant dégagé émotivement. Donc, un peu comme un nuage passe, on le voit, on l'identifie, et si on embarque dans le nuage, on perd le focus, mais si on reste les 2 pieds sur terre et puis qu'on a identifié l'émotion, on peut composer avec, pas de problème. Au contraire, je dirais que c'est même un avantage. Parce que les gens reconnaissent en nous, à ce moment-là, l'authenticité de notre démarche. Oui, puis une certaine forme de vulnérabilité aussi. Tout à fait. Nous sommes des humains, qu'on soit un chef d'entreprise, qu'on soit un dirigeant, un leader d'organisation, d'une équipe, d'une famille. Nous avons tous des émotions. Et puis, composer avec, c'est vraiment une force. Puis quand tu vois que tu es sur le bord de péter ta coche, là, parce que ça doit t'arriver, tu as l'air ultra calme, là, mais je me dis que ça doit t'arriver des fois de péter ta coche. C'est quoi ton truc juste avant pour pas que ça arrive? Bien, effectivement, quand l'émotion est forte, disons que quand on avance en âge un peu, on a de l'expérience. Et puis quand on perçoit une émotion forte, moi c'est sûr que des petits trucs comme la respiration, nommer les choses. Quand je suis devant quelqu'un, je nomme des choses au lieu de faire à semblant qu'on ne le voit pas, qu'on ne sent pas des choses. On les nomme, on les identifie, on les partage même. Donc à ce moment-là, c'est vraiment une recette secrète pour pouvoir être en interrelation avec soi-même et avec l'autre également. Oh. Donc c'est une grande démarche d'authenticité. Puis pour ceux qui s'intéressent, tout le concept de l'intelligence émotionnelle, sur la page Facebook du 103.3 FM, je vais mettre tout de suite après l'émission parce que là, je ne suis pas encore capable de faire 2 choses en même temps. Je vais donc aller mettre un petit lien vers une vidéo tout simple qui a été réalisée par des Français. Ils parlent vite. Vous l'écouterez plus qu'une fois s'il faut, mais tous les grands concepts et principes directeurs qui entourent l'intelligence émotionnelle sont dans cette vidéo-là. J'aime bien le présenter lorsque j'enseigne justement sur l'intelligence émotionnelle. Alors, j'espère que vous allez l'aimer et le partager à votre tour.
Deuxième sujet, là, on change complètement d'énergie. On va parler de ce qui s'est passé en Suède. Souvent, on va regarder les pays scandinaves comme étant un exemple en matière de lois très, très progressistes en matière de travail, de relations de travail. C'est quand même eux qui ont, comme on dit, qui ont été des précurseurs dans tout ce qui était la nouvelle organisation de travail, la réduction des heures de travail, le bien-être au travail et tout ça. On n'a qu'à penser à IKEA, par exemple. Ben oui, tout à fait. Effectivement, c'est un excellent exemple. Le bon sens à la suédoise, comme on disait. Mais là, la Suède a adopté une loi sur le consentement sexuel. Alors, ils sont venus dire que quelqu'un qui ne serait pas consentant dans une relation, que ce soit au bureau ou ailleurs, ça va être considéré comme s'il y avait vraiment eu viol. Tout à fait. Avec violence et tout. Le mot, j'avais de la misère même à nommer le mot, hein, parce que c'est très lourd de conséquences. Alors, ce que ça vient nous dire, c'est que toute cette notion de consentement, et là, je parle autant homme envers femme que femme envers homme ici, je ne veux pas faire du tout de distinction là-dedans, mais je viens surtout dire qu'il va falloir aussi éduquer nos enfants. Hein? Moi, j'ai le privilège d'être maman de 2 filles et belle-maman de 2 garçons. Et des fois, au quotidien, dans la maison, mais ça veut dire que quand il y en a un qui se fait dire « arrête », tu sais, juste de se tirailler, de chamailler, puis tout ça, bien, d'essayer de commencer à leur montrer que quand quelqu'un dit « arrête », bien, arrête. Mais c'est sûr que ce sont des enfants, il ne faut pas le voir, je veux dire, plus grave que c'est, mais c'est cette graine-là. Toi, tu as des enfants, Stéphane, qui sont au début de leur carrière professionnelle, puis on a vu dans tous les scandales que c'est souvent en début de carrière que ça se passe. Hein? Tout à fait, puis on n'a qu'à faire le lien avec le fameux mouvement aux États-Unis, le MeToo. Tous nos auditeurs sont au fait du fameux MeToo. Donc, la loi qui est intervenue au niveau de Stockholm, en Suède, découle expressément de ce phénomène. Donc, effectivement, que nos jeunes, que ce soit mes fils ou que ce soit quiconque qui entre sur le marché du travail, ils sont exposés à des choses différentes que nous, on pouvait être exposés à l'époque. Et puis, le fameux concept des réseaux sociaux amplifie tout ça. Donc, il suffit qu'il y ait une action qui soit posée et puis, dans la seconde qui suit, ça peut se retrouver sur Facebook, sur peu importe quel réseau social. Donc, effectivement, je me sers de l'exemple de mon fils qui arrive sur le marché du travail et qui pourrait être confronté à ça. Tout à fait. Alors, cette notion de consentement, alors, est-ce que ça viendra chez nous au Québec? La question, on ne le sait pas, mais encore faut-il aller voir ce qui se passe ailleurs sur la planète. Et si je peux me permettre, la fameuse loi sur le consentement sexuel suite à MeToo, dont on vous parle, a fait l'objet d'un article publié au début juillet, et c'est une loi qui est maintenant en vigueur dans ce pays. Effectivement. 3e article. Là, c'est sûr que ça vient toucher un sujet qui m'interpelle particulièrement, puis qui se passe au Québec. Maître Jean-François Gagnon de chez Langlois Avocats, qui a été nommé, en fait, qui a reçu le prix Alter Ego. C'est un honneur qui est décerné à un homme qui se distingue particulièrement par son engagement à promouvoir la place des femmes dans son secteur activité. Moi, je dis souvent que le leadership au féminin, bien sûr, ça passe par les femmes, mais ça passe aussi par les hommes qui vont aussi choisir de laisser une plus grande place aux femmes qui le désirent au sein des organisations, que ce soit au niveau soit de la gestion ou de la gouvernance des entreprises. Donc, la gouvernance, on va parler de conseil d'administration, par exemple. Et donc, Maître Gagnon, en plus, a été un des avocats les plus influents du pays, selon la revue canadienne Lawyer. Alors, comme on dit, c'est pas n'importe qui. Puis, fait cocasse, la semaine prochaine, on rencontre Maître Marianne Plamondon, qui va être à notre émission pour nous parler de l'impact de la légalisation du cannabis. Et Maître Plamondon a l'immense privilège d'être une des associées de Maître Gagnon. Alors, en plus de discuter du sujet, on aura l'opportunité de lui demander comment est-ce que c'est dans les faits, puis comment ça se passe
passe quand un homme choisit de laisser de la place aux femmes, puis en quoi, finalement, ça change rien. Au contraire, ça vient augmenter donc la notoriété du bureau. Et puis, ce qui est important de savoir aussi pour nos auditeurs, c'est pourquoi Maître Gagnon a reçu ce prix. C'est que dans sa pratique au quotidien, dans son style de gestion, il fait preuve d'un leadership de bienveillance. Donc, moi, je qualifie ce type de gestion d'entreprise de confiance, donc dans sa façon de faire. Et l'article dont tu fais mention nous explique clairement que c'est quelque chose qu'il a acquis au cours de son existence, de son expérience. Donc, ça remonte à sa famille où Maman Gagnon prêchait par l'exemple. Et puis, si je peux me permettre, ben encore une fois, pour nos auditeurs, il suffit de voir que ce qu'on vous parle ici à Planète Business est branché sur la vraie vie de tous les jours. Donc, qu'on vous donne un exemple comme Maître Gagnon ou qu'on vous donne un exemple comme une personne dont on ne connaît pas, il faut savoir que dans la vie de tous et chacun, ça trouve partie prenante. Tout à fait. On a nos racines et c'est là que naissent les leaders. Hein? Il y avait Nelson Mandela qui avait déjà écrit à quelque part que lui avait appris à être un bon leader lorsqu'il était enfant comme berger. Parce que comme berger, il ne pouvait pas être en avant du troupeau parce que les moutons, ça serait vraiment ramassé n'importe où. Il devait être en arrière. Et là, ça, toute cette conception-là de quand on est un leader, on doit aussi protéger par en arrière et pas juste être celui qui drive par en avant. Il faut se promener entre les deux positions ou entre les deux posture. C'est un autre des termes qu'on utilise souvent quand on veut parler de leadership, mais de toute façon, notre expert s'en vient, Jean-François. Donc, après la publicité, donc Jean-François Bertholette, qui est entre autres chargé d'enseignement à HEC Montréal et qui est consultant puis qui revient de 50 jours en Europe. J'ai tellement hâte de l'entendre parler de ça. Planète Business est une présentation de Opério, une solution technologique innovante de comptabilité conseil infonuagique au service des affaires et de la croissance des PME. Passez à l'intelligence opérationnelle. Passez à l'action. Opério.ca. Jusqu'à 13h au FM 103.3, vous écoutez Planète Business avec Geneviève Desautels et Stéphane Slogard. Alors, bienvenue à Planète Business, 12h30, l'heure de rencontrer notre premier invité de notre première émission, Jean-François Bertholette. Bonjour! Bonjour! Alors, il faut le dire, hein, Jean-François, nous, on s'est connus. En même temps, on travaille tous les deux pour HEC Montréal comme chargé de cours, mais c'est pas comme ça qu'on s'est connus. Alors, moi, en 2005-2006, j'ai eu l'opportunité de faire un voyage autour du monde. Puis toi, tu as eu ce projet-là quelques années plus tard, ouais, je pense. 2007-2008, oui. 2007-2008? Le leadership, est-ce que tu pourrais nous pister sur ça, s'il te plaît? Oui, puis c'est effectivement c'est un bon exemple, le leadership, où les gens voient ça comme très mystique, compliqué, puis là, moi, je suis pas un leader. Mais dans le fond, c'est assez simple. Hein. Évidemment, si c'est pour faire des grands discours à la nation, puis on parlait de Mandela, là, ça devient difficile, parce que il y a des Mandela, il y en a pas à tous les coins de rue. Mais la plupart des gens qui soient chefs d'une entreprise ou même superviseurs dans le commerce de détail, les gens qui nous écoutent, moi, je résumerais ça à 2 paramètres assez simples. C'est pratiquement la gentillesse, la reconnaissance, la considération de l'humain d'un côté, et de l'autre côté, ben, le côté objectif, diriger des gens, leur donner une structure, leur donner du feedback. Et donc, le leadership, ce serait la combinaison de ces deux choses-là. Parce que si on est juste d'un côté, on est reconnaissant, gentil, c'est le fun, ben, ça devient un club med. Donc là, évidemment, c'est le fun, mais on n'atteint pas de résultats. C'est de l'autre côté, je suis directif, je donne des objectifs, je veux ci, je veux ça, je deviens un peu trop autoritaire. Et donc là, les gens font pas vraiment le travail, ou ils le font quand je les surveille. Donc, on n'est pas plus avancé. Quand je fais les deux en même temps, ben, les études nous montrent que c'est tout aussi simple que ça. C'est pas, ou je dis aussi simple, c'est simple dans ce qu'on dit. Après ça, c'est de se pratiquer à le faire. Donc, il y a des gens qui vont être un peu trop directifs au départ, puis se ramener sur l'humain. D'autres qui sont un peu trop gentils, qui se font manger la laine sur le dos, comme on dit en québécois, qui doivent traverser de l'autre côté. Mais ce serait peut-être les 2 paramètres qui sont les plus démontrés par la science. Là. Et dis-moi, Jean-François, est-ce que je me trompe ou la considération de l'humain est venue un peu sur le tard au niveau des styles de management dans ce qu'on appelle le leadership? C'est triste à dire, mais des fois, moi, on fait des conférences sur le sujet des formations, puis on dit, attends un peu, ce que je dis, c'est pas rien de sorcier. Là. Au fond, on revient à c'est important de considérer nos gens. T'sais? Et on l'a peut-être perdu en cours de route parce qu'on se dit, bon, ben les gens ont des émotions, sont à la maison, ils ont des familles, puis quand ils viennent au travail, ils sont là pour travailler. Et pourtant, l'être humain, vous avez parlé tantôt d'émotions, ben l'être humain est émotif, puis on peut bien le convaincre que notre projet il est bon. Si ça lui tente pas d'embarquer, il le fera pas. Et ça passe par la considération. Puis je pense que pendant quelques années, beaucoup d'entreprises qui ont fait, c'est qu'ils ont dit, bon, la considération, on met ça de côté, on a un programme de reconnaissance. Là, au bout de 10 ans, on a vu Revenu Canada, d'ailleurs, cette semaine. Regarde, on te
parle pas pendant 10 ans, mais tu recevras un petit bibelot, puis on va être en business. Hein? Et donc là, on a comme mis ça dans un département, puis il s'occupe de la reconnaissance, quand dans le fond, c'est l'affaire de tous les jours, la reconnaissance. Et puis Geneviève nous parlait un peu plus tôt de ton séjour de 50 jours en Europe. Et suite à ce séjour, j'ai vu un post que tu as fait sur LinkedIn où tu dis, peu importe où on est dans le monde, c'est universel. Les dirigeants qui font le choix de faire confiance à leur personnel et de les traiter avec respect et dignité sont rarement perdants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça? Ben oui, parce que faut dire que le management, ça a été inventé quand puis par qui? Ça date de 300-400 ans. Hein? Puis là, on pense que ça va encore fonctionner. Mais au fond, au départ, c'était des usines. Puis pour caricaturer, c'était des usines avec des gars sous que ça leur tentait pas d'aller travailler à l'usine. Fait que là, on a mis des boss. C'est les premiers boss qu'on a inventés pour aller surveiller le monde. Pas ça. Ben oui, tu sais, dans le fond, les gars, ils punchaient pas. Là, ça n'existait pas, les punchs. Puis ils arrivaient un peu sur le cognac là, à l'usine. Puis là, on a mis... Ça prend un gars pour les surveiller. Parce que c'était des gars à l'époque. Puis là, on a changé ça, mais un petit peu. T'sais? Mais en réalité, on faisait pas confiance aux gens. Puis peut-être dans ce temps-là, ça se défendait. Tandis qu'aujourd'hui, la plupart des gens veulent travailler, sont scolarisés, ils ont une bonne volonté, ils veulent se réaliser. Et donc là, c'est comme si on vient tuer cette motivation-là, parfois avec des stratégies qui fonctionnaient il y a 400 ans. Puis évidemment, ça évolue, mais on n'est pas rendu encore. Oups, vas-y. Personnellement, j'ai vu qu'il y a plusieurs étiquettes à coller au leadership, plusieurs noms qui viennent colorer un peu le leadership. Est-ce que toi, dans ta pratique, c'est quelque chose que tu fais également? Exemple, le leadership authentique ou le leadership responsable ou des choses comme ça? Ou... Ben, tu sais, je prends un des dangers, comme je vous disais au départ, c'est tout le côté charismatique, je crois qu'il faut pas enlever, parce que si vous avez du charisme, vous le gardez, hein? Sauf que quand on limitait ça au charisme, ben là, il y a la plupart des gens qui nous écoutent se disent « moi, j'ai pas ça, là. Je me verrais pas faire des grands discours ou inspirer les gens. » Donc, à la fin, moi, tous les modèles qu'on parle de leadership authentique, qu'on parle du leader humble, même, et humble est souvent collé à l'authenticité. Hein? Vous avez dit tantôt la vulnérabilité. Quand un boss dit « moi, honnêtement, gang, je l'ai pas, la réponse », au lieu de démotiver tout le monde, ils disent « Waouh, notre boss, il dit qu'on pourrait la trouver ensemble. » Et donc, c'est un peu paradoxal, mais on est en train de changer un peu nos modèles. Puis tu parlais tantôt des femmes, mais les femmes amènent aussi d'autres modèles de leadership qui sont un peu moins, disons, directifs. Puis ça fait du bien, ça montre aussi aux femmes. Tout à fait. Jean-François, tu es un expert de la mesure aussi. Alors, explique-nous ça. Là, toi, comment, dans une autre sphère de ta vie, tu fais des sondages d'engagement, tu analyses ça. Comment ça se passe? Bien, tu sais, évidemment, ce qu'on fait, c'est que pour savoir si tu es un bon leader, c'est les gens qui t'accordent le titre de leader. Hein? Si tu dis « je suis un leader » puis tu te proclames leader, ben ça marche pas vraiment. Et donc, tu ne peux pas te décider. Et donc, c'est les gens qui nous disent si on est leader. Donc, moi, je pars du point de vue qu'on demande la question aux gens. Ça reste des perceptions, mais c'est leur perception qui fait la différence. Et donc, je demande aux gens, pas ton boss, il est-tu beau, il est-tu fin, c'est-tu un bon leader, mais sur toutes les choses qu'on vient de se dire. Est-ce que mon boss, il est authentique? Est-ce que mon boss, il est là quand j'ai besoin de lui? Est-ce que mon boss, il me donne du feedback pour m'aider à m'améliorer? Et donc, on part de ce point de vue-là. Et là, donc, le boss, lui, qui reçoit ses résultats, qui dit, voyons donc, moi, je suis reconnaissant, c'est pas vrai? Elle m'a dit, ben, ça serait le fun qu'il le sache. Et là, on se rend compte que je le suis, mais je le dis pas. T'sais, donc, en d'autres termes, j'aime ma femme, mais j'oublie de dire ou j'achète pas de fleurs. Donc, on dit, ben, c'est pas juste la réalité, il faut que tu travailles la perception également. Et donc, c'est beaucoup ça. Hein, peut-être qu'on a trop intellectualisé ce que c'était la gestion, puis là, on oublie qu'il faut travailler les perceptions. Et parlant de ça, si tu avais 3 conseils à donner à nos auditeurs pour pouvoir développer leur leadership ou pouvoir faire preuve de leadership pour être reconnu par les autres, ce serait quoi? Tu sais, puis c'est dangereux de donner les 3 grands trucs, mais je dirais 3 questions à se poser fréquemment. Je dirais plus comme ça. Donc, une question, c'est de se dire, par exemple, est-ce que mes gens, à la fin de cette année, sont meilleurs grâce à moi qu'au début de l'année? Est-ce que je les ai aidés à progresser? Je dirais deuxième chose, est-ce que les gens diraient que je les considère ou je les traite avec respect et dignité? Et troisième chose, est-ce que les gens me verraient comme un modèle et un exemple à suivre? En d'autres termes, est-ce qu'ils recommanderaient à un de leurs amis de venir travailler pour moi? Puis là, évidemment, ça règle pas tout ça. Mais quand je vais me dire, peut-être pas, ben pourquoi? T'sais? Et j'en ajouterai un dernier, si j'ai le droit à 4. Tout à fait. C'est de dire, tu sais, le boss qui dit, moi, si t'entends pas parler de moi, c'est des bonnes nouvelles. Ben, des fois, quand on va chez le médecin, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, le boss qui se dit, moi, il n'entend pas parler de moi, ça va. Mais comme patron, la personne qui travaille pour toi 40 heures semaine, il a le goût de te voir. T'sais. Donc, en général, la plupart des gens qui nous écoutent sont gentils de nature. Ben, si vous gérez une équipe de 3-4 personnes, on veut vous voir, on veut connecter avec vous. Et donc, c'est peut-être le dernier point, la présence. Jean-François, t'es papa aussi de 2 jeunes enfants. Comment t'exerces ton rôle de leader auprès d'eux?
C'est une bonne question parce qu'on est 2 leaders en même temps à la maison. Hein? Ben, tu sais, puis c'est drôle parce qu'on en discute, puis il y a une diversité de leadership aussi. C'est-à-dire que comme on est 2 leaders, comme vous allez être 2 sur l'émission, souvent, on ne veut pas dire on va être pareil, on veut se compléter aussi. Et donc, ça me fait rire, mais sur certaines décisions, au même moment où ma femme dirait « Fais attention, sois prudent », c'est le même moment où je dis « Ah ouais, plus vite ». Et donc, je me dis qui a raison? Ben, c'est exactement nous deux. C'est-à-dire que c'est le juste balancier. Et donc, mais pour les enfants, c'est pareil. Hein? C'est-à-dire que les enfants, il ne faut pas les surprotéger. En même temps, il faut leur dire « J'ai confiance que tu as toutes les ressources pour accomplir ce que tu veux. » Donc, je ne le fais pas à ta place, mais je t'aide à développer ce qu'on appelle le growth mindset, c'est-à-dire la croyance que j'ai tout ce qu'il faut pour réussir, puis je serai là pour t'aider. Alors, Jean-François, c'est pas pour rien qu'on voulait te garder pour 2 segments à l'émission. On a encore tellement de choses à parler avec toi. Mais on va d'abord aller en chanson avec une autre chanson que j'aime beaucoup. Puis, je la dédie à Myriam. Myriam, qui est donc ma petite fille de 7 ans. Elle appelait ça « Tomber pour se relever ». Mais le vrai titre, c'est « Le chêne et le roseau des cow-boys fringants ». Alors, toute cette histoire de comment on arrive à être agile, hein, le roseau qui arrive à se plier versus le chêne qui est grand, qui est fort, mais que il peut briser aussi. Alors, écoutez cette chanson-là avec cette perspective-là, puis imaginez-le dans la tête d'une petite fille de 7 ans qui exerce son leadership. Il est frais, le roseau, la tête à moitié dans l'eau, et le chêne, droit debout, semble être au-dessus de tout. Le roseau plie les genoux et s'effondre à tous les coups, car c'est sa fatalité, toujours tomber, tomber, tomber pour se relever, retomber, tomber pour se relever. Même si le chêne est géant, il fendra dans l'ouragan. Moi, roseau par mauvais temps, je danse avec le vent. Le chêne est un grand sage qui ne crée pas les orages. Il sait que l'ouragan ne se pointe pas souvent, et il regarde de haut son pauvre ami le roseau qui se bat d'arrache-pied pour se relever. Toujours se relever pour tomber, comme toujours se relever pour tomber. Le roseau dans le tourment est ballotté par le vent. Moi chêne par mauvais temps, je n'expose qu'un flanc. Il n'y a pas de morale à cette histoire banale, que des individus et différents points de vue. Pour se consoler un brin, on rabaisse le voisin. Il faut bien se relever avant de tomber, tomber, tomber et nous relever, retomber, tomber et nous relever. Chacun dans sa solitude cultive ses certitudes qui par instinct de survie confortent nos vies. Midi 42, donc à Planète Business avec Geneviève Desautels, Stéphane Slogard et notre invité Jean-François Berthollet qu'on a voulu évidemment garder parce qu'il revient de 50 jours en Europe à rencontrer les chefs d'entreprise. Mais avant, je ne sais pas si vous avez écouté attentivement les paroles de Cow-Boys fringants de la chanson « Le chêne et le roseau ». Puis regardez cette image-là, hein, de l'arbre fort dont les fruits sont tellement hauts qu'on n'arrive pas à les prendre. Puis si vous allez aux pommes à Saint-Hilaire, là, pensez à ces plus petits pommiers dont les pommes sont accessibles à nous, à nos enfants. Alors, c'est toute cette question-là, hein, entre l'équilibre, entre la fragilité, la force. C'est des beaux paradoxes, mais qui sont tellement importants en leadership, être celui qui donne la vision, mais en même temps qui se retourne vers son monde en disant « ça, c'est le quoi, mais le comment, on va le faire ensemble, on va le définir ensemble. Alors, Stéphane, je te laisse travailler, donc... Jean-François, oui. Dis-moi, tu es allé 50 jours en Europe. J'ai su de sources sûres que tu n'étais pas seul. Tu étais accompagné de ta famille, je crois. Oui, ma famille est venue avec moi. Ça a donné l'opportunité. Ils n'ont pas commencé l'école encore. Hein? Fait qu'on en profite. Donc, ça a été un voyage... allié travail et conciliation travail-famille, puissance 1000, finalement. Mais tant mieux. Puis dis-moi, au niveau du
profil professionnel, comme on dirait en bon québécois. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Que je suis allé faire là-bas, ça fait quelques années que j'y vais, puis là, on me réinvite, donc ça, c'est bon signe. On m'invite à parler, disons, du climat de travail en entreprise. Puis la question, mettons, plus large, c'est de dire comment on fait pour que mes équipes aient le goût de travailler pour moi, versus qu'ils se sentent obligés de le faire. Et donc, dans ces cas-là, ça amène de la conformité. Mais dans la plupart des business, on veut plus juste des gens qui se conforment, on veut des gens qui innovent, des gens qui coopèrent et tout ça. Et donc, on vient démystifier ça. On parle notamment de confiance. Tantôt, tu parlais de confiance, on parle de justice, on parle de reconnaissance. Tu sais, on aborde ces termes-là avec, disons, c'est les chefs d'entreprise là-bas. Que ce soit des entreprises 20 personnes jusqu'à 500, ils ont tous à peu près les mêmes problèmes à échelle différente, mais c'est les mêmes défis. Mais concrètement, tu faisais quoi? Tu faisais des conférences, des ateliers? Un peu de tout ça, mais en grande partie, c'est des journées de travail avec eux. Et donc, là, on aborde des problématiques de gestion. Je vous donne un exemple concret. Là. Vous annoncez demain matin que vous donnez un bonus de 3 000 € à tous vos employés. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Et la réponse, c'est évidemment, tout le monde est heureux. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont tous malheureux. Finalement, ils sont tous frustrés. Parce que la première journée, ils rentrent à la maison et ils disent « Chérie, 3 000 $, 3 000 €. Le lendemain, ils retournent travailler, puis là, ils voient Paul se pogner le derrière, puis ils disent « Voyons donc, Paul a eu le même montant que moi, ça n'a pas d'allure, ça c'était écœurant. » Puis là, c'est mal parti. Puis donc, on s'amuse un peu là-bas, mais on démystifie des fois des fausses bonnes idées de gestion. C'est comme les programmes de reconnaissance qu'on parlait peut-être tantôt avec Revenu Canada, ça pourrait faire une journée complète. Tu sais, des idées qu'on dit on est bien intentionné, puis finalement, ça fait un effet boomerang, ça se revire contre nous. Et bon, ça part parce que les écoles de management, puis c'est tous des dirigeants souvent qui viennent des écoles de management, on a appris des choses. Des fois, il faut en désapprendre certaines aussi. Donc moi, je viens un peu être le chien dans le jeu de quilles qui dit attention, c'est peut-être pas toujours comme ça. Puis si les gens repartent avec 3 ou 4 idées différentes, je le voyais pas comme ça, ben mon travail est fait. Et pour situer nos auditeurs, dans quel pays étais-tu? Belgique, France. L'an dernier, c'était Luxembourg. C'est toute la francophonie en général qui est intéressée à ces sujets-là. Ouais. OK. Et puis, si tu avais un message à transmettre à nos auditeurs qui font toutes sortes de travail, pas nécessairement des chefs d'entreprise, reliés à cette expérience-là, là-bas, ça serait quoi? Ben, tu sais, c'est de dire les gens, puis tu le disais tantôt, de faire confiance aux gens, puis on le découvre de plus en plus, même d'un point de vue scientifique, comment faire pour que les gens nous fassent confiance? Ben, fais-leur confiance. Et en général, c'est vrai que tu vas te faire avoir parfois. Tu sais, moi, je leur dis en blague là-bas, puis je les salue s'il y en a qui nous écoutent. Je laisse mon portefeuille traîner ici toute la journée, je quitte la salle, puis je suis certain qu'il va être encore là. Et donc là, je leur disais... Techniquement, selon tout ce qu'on a appris dans les écoles de gestion, il ne devrait plus être là parce que tout le monde a intérêt à le prendre. Tant qu'il sait qu'il ne se fera pas prendre. Et donc, évidemment, il va être encore là. Pourquoi? Parce qu'on sous-estime l'impact de l'altruisme, de l'empathie dans nos vies. Et donc, les chefs dans l'entreprise qui décident, ou on dit chef, que ce soit quelqu'un qui est dans une équipe qui doit faire confiance à d'autres gens, c'est de dire peut-être qu'une fois sur 20, je vais me faire avoir. Mais sur une longue période, sur 10 ans, je vais toujours être gagnant, être dans un mode un peu plus, disons, ouvert, dans la collaboration, qu'être paranoïaque, que tout le monde va essayer d'abuser de ma gentillesse. T'sais? Donc, c'est peut-être ça qui ressort, autant dans ce que j'allais présenter, mais évidemment, ce que les gens amenaient aussi là-bas. Je pense à des chefs d'entreprise qui me disaient, moi, je suis allé en ligne avec mes employés, je leur ai dit, là, je vais me payer une Ferrari, je peux-tu? Puis les employés disent « Ben oui, boss, paye-toi-en une Ferrari, on s'en fout, tant mieux pour toi. » Mais ceux qui décident de ne pas y aller puis qui ont une mauvaise relation, ben les gens, ils lui ramènent sur le nez. T'sais, mais en général, les gens sont de bonne foi. Donc, c'est assez positif que ce soit ici ou que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pareil. On peut penser des fois qu'en France en particulier, la hiérarchie prend encore beaucoup, beaucoup de place. Est-ce que ça vient nuire à tout ce que tu viens de nous dire ou ça vient les aider? Ça vient honnêtement plus nuire. Ils sont plus habitués d'une certaine façon. Il y a des choses chez nous qui... Par exemple, même mes interventions là-bas, puis je leur dis en blague, en France, ils s'attendent à ce que je me présente, je fasse ma biographie, qui es-tu, qu'est-ce que tu as écrit. Je dis au Québec, nous, on se présente pas, on dit montre-moi ce que tu sais faire, puis on verra, tu sais. Et donc, il y a cette notion-là un peu plus d'aristocratie qui sont en train de démonter à vitesse grand V parce que là, ils sont allés complètement de l'autre côté. Ils veulent libérer leurs entreprises. Puis là, les chefs que je rencontre disent, ben là, je suis pas si méchant que ça. Moi, il faut se libérer de moi. C'est pas une prison ici. Mais c'est parce qu'il y a comme cet écœurant titre de dire, ben là, ça fonctionne pas. Tu sais, on n'écoute pas assez nos gens, on n'est pas assez là. C'est une chose que nous, on a moins. C'est-à-dire que le PDG, puis je suis certain de ton côté, il y a des gens qui viennent te voir, qui te donnent une tape sur l'épaule. Comment ça va le gros, quasiment, tu sais? Tandis qu'en France, tu ferais pas ça, là. Ça marche pas comme ça, tu sais? Donc, c'est en train d'évoluer, ces choses-là. Et les deux, on a à s'apporter là-dessus, tu sais? Parce que d'ailleurs, on l'a vu Macron, là, il y a un peu de décorum quand même aux petits jeunes qui l'ont interpellé. On manque parfois un peu de ça ici.
mais disons qu'on aurait intérêt à faire un mélange dans la soupe puis mettre les deux, là, ça ferait des bons ingrédients. OK, d'accord. Fait que donc, là, tu parlais ils veulent se libérer des patrons. On a tout ça aussi ici, Stéphane? Je sais que cette question-là t'interpelle aussi. Oui, tout à fait. Je me suis intéressé à ce concept au niveau des nouveaux styles de leadership, qu'on parle d'entreprises libérées, comme le fait Isaac Getz, qu'on parle de l'autogestion comme Frédéric Laloux le fait. Moi, personnellement, je rencontre aussi des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des leaders qui nous parlent plus d'entreprises de confiance. Ouais. Donc, est-ce que toi, de tes connaissances, ce que tu as vu en France ou en Belgique par rapport à ce qu'on fait ici, est-ce que le concept d'entreprise dite libérée, de confiance ou d'autogestion se vit de la même façon ici qu'en Europe, à ta connaissance? C'est-à-dire que là-bas, je pense qu'ils ressentent une pression à se libérer. Là. C'est comme devenu, tout le monde parle d'entreprise libérée. Pauvres chefs d'entreprise, des fois, j'ai l'impression qu'ils, de façon autoritaire, ils libèrent leur entreprise. Comme là, il faut se libérer. Là. Ouais, ben, t'es sûr, boss? Ouais, il faut libérer. T'sais. Et donc, pour moi, libérer de qui? C'est-à-dire qu'on laisse le pouvoir, le chef d'entreprise, on le trouve pas parfait toujours. Il est injuste des fois, il prend pas des décisions parfaites. Mais donner le pouvoir à toutes les équipes, ils vont aussi être injustes parfois. Et donc, pour moi, une entreprise libérée, ce sera un patron qui dit « J'ai assez développé mon équipe, j'ai assez développé mes joueurs pour que moi, je puisse partir en vacances cet été pendant 3 semaines, puis je suis même pas inquiet. » Ben là, elle est assez libérée, ton entreprise. Et donc, c'est vrai qu'on tend à aller par là, mais en bon français, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, là, dire là, on va se libérer, puis demain matin, ça va être le party. Ben, il y a beaucoup d'endroits que je connais où si vous libérez l'entreprise, vous pouvez être sûr que les gens vont se libérer, puis ils ne rentreront pas travailler. T'sais. Et donc, faut faire attention. Là. Et dis-moi, Jean-François, quand on parle d'entreprise libérée, est-ce que, à ton avis, c'est une forme de leadership ou pas? Comment tu places ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est le thème du leadership qui suscite l'engagement. Ben, c'est-à-dire que c'est une bonne question. Il faut faire attention de ne pas confondre autonomie puis laisser faire. Et en style de leadership, d'ailleurs, pour nos auditeurs, il n'y a rien de pire qu'un boss qui est juste pas là, qui prend pas son rôle de leader au sérieux, versus, à la limite, on aime mieux quelqu'un qui est un peu trop carré. Et donc, libéré, ben, s'il y a absence totale de leadership, on n'est pas plus avancé. Donc, moi, je dirais, le terme libéré, c'est un peu fourre-tout. La question, ce serait, est-ce qu'il y a du leadership dans le vestiaire pour amener le hockey un peu? Puis si toi, comme boss, tu as l'impression qu'il faut pas que tu rentres dans la chambre entre les périodes pour faire un cri, parce que le groupe va le faire lui-même, ben, c'est signe que tu es un leader, justement. Tu as réussi à amener les gens à se développer. Et donc, tu es un leader qui fait de l'empowerment. Mais si c'est juste de laisser aller parce que ça ne te tente plus, pour moi, ton entreprise va en souffrir. Là. Donc, mais si je fais le parallèle avec, justement, les entraîneurs au soccer, là, cet été, on en voit, la plupart du temps, c'est des parents, ils n'ont pas nécessairement eu de formation là-dedans. Alors, avec ce que tu dis, j'essaie de faire le parallèle, puis je me dis que ça voudrait dire que les coachs de soccer ou les coachs de hockey au niveau juvénile se devraient d'apprendre à donner du feedback avec un peu plus de compassion. Ben oui, d'un, il faut qu'il en fasse. Parce que, tu sais, imaginez un coach, c'est un bon exemple, qui dit « Jouez donc, faites donc ce que vous voulez ». Et là, c'est pas un bon coach. Pourtant, l'entreprise libérée, ça pourrait être vu comme ça. Donc, ce serait plutôt de développer les jeunes, les aider à trouver leur propre talent, leur propre force. Il y a peut-être des jeunes qui sont excellents dans certaines parties du jeu, puis pour d'autres, c'est autre chose. Il y en a peut-être qui sont un peu moins talentueux, mais une chance qu'ils sont là pour l'esprit d'équipe, pour démontrer des valeurs d'équipe. Et donc, c'est d'aider les gens à trouver leur propre force, donner du feedback, pas qu'il soit menaçant, mais effectivement avec compassion. Puis les gens, quand on leur donne beaucoup de reconnaissance, et vous faites dire bravo par votre boss tout le temps. Quand il vient vous rentrer dedans, une fois, ben ça passe bien. Si vous dites jamais bravo, puis là, une fois, il vient vous voir en disant « faut qu'on se parle », là, vous ravalez, puis c'est un peu plus difficile. T'sais. Donc, j'encourage les coachs qui nous écoutent à féliciter, dire bravo, soyez généreux sur les compliments. Puis après ça, le feedback va beaucoup mieux passer. On le fait avec compassion, clarifier l'intention. Je suis pas là pour te punir, te chicaner. Je suis là pour t'aider. Je vais t'expliquer comment on pourrait faire autrement. Ça te tente-tu? Et le jeune, en général, il va dire oui. Donc, compassion, écoute... Humilité aussi, je pense, chez le leader pour pouvoir faire émerger le potentiel. Et humilité, c'est peut-être pas une qualité qu'on associait généralement au leadership. Pourtant, si je prends... Bon, Trump, on pourrait faire des heures sur lui. Trump, parce qu'il est humble. Ce serait peut-être pas sa qualité. Mais évidemment, lui, sa stratégie d'inspiration, c'est que les gens le regardent et disent « Wow, regardez comment il est, jamais je pourrais être comme lui. » En tout cas, de sa base. Mais ça inspire pas les gens à faire autrement. Donc, le leader humble dit « Je suis imparfait et voici ce que j'ai réussi à accomplir. » Donc, on peut, pas mal tout le monde, accomplir ce que j'accomplis. Donc, c'est pas about me, c'est pas à propos de moi. Et donc, ça, c'est de l'inspiration beaucoup plus. D'ailleurs, Obama disait on va le faire ensemble, là.
Il disait pas regardez-moi puis c'est moi qui vais le faire parce que je suis le meilleur. T'sais. Et dis-moi, est-ce que je me trompe quand on pense que ce qu'on appelle la bienveillance, l'écoute, la reconnaissance, l'humilité, ce sont tous des qualités chez un leader qui favorisent justement la compréhension des nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail? Parce qu'on entend de temps en temps des gestionnaires de carrière qui nous disent « Ah, les milléniaux, je sais pas trop comment fonctionner, etc. » Les milléniaux, ça, vous me réinviterez, on va en parler une journée complète, là. Mais les milléniaux, là, il y a pas mal plus de similitudes avec les autres générations que de différences. Ceci dit, ils sont plus jeunes. Ils sont pas si différents des plus vieux quand ils étaient jeunes. Mais peu importe la génération, l'âge, l'orientation sexuelle, d'où la personne vient, c'est de dire, ben, je t'accepte quitter, j'aimerais ça que tu sois authentique au travail, je veux pas que tu mettes un masque, puis on va travailler ensemble, puis c'est dans le non-jugement. Mais ça, là, après ça, au lieu d'essayer d'analyser chacun des grands groupes et de faire des caricatures, ben, on dit, bon, mais toi, je te prends comme jeune, t'es comment? Puis il y a des jeunes, eux, qui aiment ça, se faire coacher beaucoup, puis qui ont besoin de se faire aider, puis il y en a d'autres qui disent, j'ai l'impression que quand tu me surveilles, tu me fais pas confiance. Eh bien, Jean-François, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui à Planète Business. On a fait le tour de la planète avec toi. C'était vraiment fascinant. Alors, notre émission tire à sa fin. Alors, c'est déjà, la glace est brisée. J'espère que vous avez apprécié ça. N'hésitez pas à nous écrire vos commentaires sur la page Facebook du 103.3 FM. On est désolé pour les petits problèmes techniques du Facebook Live, mais on va travailler là-dessus, inquiétez-vous pas. Puis, entre-temps, je vous parle de notre émission de la semaine prochaine. On a déjà un premier thème assez chaud qui est comment on va travailler avec l'impact de la légalisation du cannabis en milieu de travail. Alors, on va avoir, comme je le disais plus tôt, Maître Marianne Plamondon qui va venir nous parler de ça. Marianne est aussi la présidente de l'Ordre des CRHA. Donc, les CRHA, c'est les conseillers en ressources humaines agréés du Québec. Alors, Jean-François et moi, on en est des membres officiels. Alors, elle va venir nous dire, qu'est-ce que les gens de ressources humaines devraient faire dans un contexte comme celui-là? Est-ce qu'on est prêt pour octobre 2018? Alors, je lisais un article cette semaine, en fin de semaine, qui nous disait que les policiers sont pas prêts. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure nos gestionnaires sont prêts, dans quelle mesure nos dirigeants sont prêts, les gens de ressources humaines sont prêts. Alors, on aura l'occasion certainement d'en discuter davantage. Stéphane, merci. Merci pour cette première émission. Des fois, hein, évidemment, on apprend à travailler ensemble. Stéphane et moi, on ne se connaissait pas tant que ça avant. Alors, on apprend à travailler ensemble. Alors, tous vos commentaires, votre feedback, justement, Jean-François vient de le dire, dans la mesure où c'est fait avec bienveillance et compassion, on va tous les prendre. Et donc, merci aussi à l'équipe parce que vous avez été là beaucoup. Merci François-Xavier à la mise en onde. Merci à Alain Vallière d'être là pour nous aider, et à France Dubé qui nous coach depuis le début. Alors, c'est à la semaine prochaine que je vous dis, donc 16 juillet pour Planète Business de midi à 13h. Merci, à la semaine prochaine. Planète Business est une présentation de Opério, une solution technologique innovante de comptabilité conseil infonuagique au service des affaires et de la croissance des PME. Passez à l'intelligence opérationnelle, passez à l'action. Opério.ca. La radio allumée. Suivez la radio allumée via le web à tout moment et partout. Au travail, sur la route comme à la maison, écoutez nos émissions en direct sur fm1033.ca. FM 103.3